le comité d'organisation m'a chargé de vous parler des nouvelles recommandations dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. En fait, ces recommandations datent déjà de 2 années. Ce sont les recommandations de la Société européenne de cardiologie. Je n'ai pas trouvé mieux que les slides de l'European Society en cardiologie pour vous faire ces exposés, pour être le plus fidèle possible à ces recommandations comme elles ont été formulées. Donc il y a sur cette diapositive les principaux changements, les principales nouveautés par rapport à ce qui existait dans la version de 2008 des guidelines de la Société européenne. Donc on voit déjà que les 6 principales choses donc, qui ont changé, c'est l'utilisation donc des antagonistes des récepteurs des minéralocorticoïdes, donc l'aldostérone, qui trouve une place dans la cascade thérapeutique qui est importante. L'apparition de l'ivabradine comme médicament bradicardisant, on verra ses indications. L'élargissement des indications de la resynchronisation cardiaque à des malades moins symptomatiques ou moins graves en stade d'insuffisance cardiaque. Les nouvelles informations concernant la revascularisation dans ces gens qui sont en insuffisance cardiaque avec des fractions d'éjection souvent bien basses, donc des indications ont été codifiées devant ces malades, donc gravement malades. On a insisté également sur les devices d'assistance circulatoire et en 6e position, on a parlé du rôle des interventions d'une façon générale dans ce contexte d'insuffisance cardiaque important, de bas débit, etc. et surtout du traitement transcathéter, transcutané de certaines valvulopathies et notamment le rétrécissement aortique. Cette plaque résume toutes les étapes du traitement de l'insuffisance cardiaque. Bien sûr, les médicaments qu'on va proposer et les procédures qu'on propose se vont step by step. Donc, on commence par lire globalement cette diapositive pour vous dire que les digitalo-diurétiques qui, de mon temps, quand j'ai débuté, étaient les médicaments donc toujours utilisés dans l'insuffisance cardiaque. La digoxine, vous la voyez en bas de la diapositive. Donc on va voir qu'elle est laissée enfin et avec pas beaucoup de preuves, pas beaucoup d'évidence. Les diurétiques également de Lance, ils figurent au début, mais on va voir que leur emploi n'est que ponctuel. Par contre, sont apparus des vedettes qui sont les bloqueurs du système rénine-angiotensine et les bêta-bloquants. C'est des choses qui ne sont pas très nouvelles, mais qui sont des vedettes dans l'insuffisance cardiaque. Quel est le rationnel de l'utilisation de ces 2 médicaments, qui sont les 2 principaux médicaments de l'insuffisance cardiaque? Le rationnel, c'est que l'organisme, devant un tableau d'insuffisance cardiaque, veut s'adapter, veut réguler la circulation, l'hémodynamique, l'insuffisance cardiaque, et il va mettre en branle le système rénine-angiotensine et le système sympathique. Dans un premier temps, cette mise en branle de ces 2 systèmes peut être bénéfique parce qu'elle va compenser le débit cardiaque. Mais à long terme, il s'est avéré que cette stimulation sympathique et cette stimulation du système rénine-angiotensine va s'avérer délétère. D'où le rationnel de l'utilisation du blocage de ces 2 systèmes pour traiter l'insuffisance cardiaque. Donc après cet aperçu, on va reprendre cet algorithme-là qui est très long, étape par étape. Donc, au tout début, figurent les diurétiques.
et les diurétiques de lance. Mais comme je l'ai annoncé, leur utilisation n'est que ponctuelle. On ne va pas laisser un malade tout le temps sous diurétique de lance comme on le faisait auparavant. Donc, c'est fait, c'est les médicaments avec lesquels on va commencer en phase congestive pour donc éliminer cette congestion, qu'elle soit pulmonaire, de l'œdème pulmonaire, ou qu'elle soit périphérique, à type d'insuffisance cardiaque droite. On va voir que par la suite, on va rapidement essayer de se débarrasser de ces diurétiques utilisés par voie injectable au début, dès qu'on a pu instaurer les médicaments piliers de l'insuffisance cardiaque. Alors, quels sont les médicaments piliers de l'insuffisance cardiaque? Ce sont les IEC et puis les bêta-bloquants. Alors, vous allez me dire avec quoi est-ce qu'on va commencer? On va commencer par l'un ou par l'autre. De toute façon, très rapidement, on va devoir les associer les uns et les autres. Donc, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont recommandés, on va voir en association avec les bêta-bloquants, pour tous les patients qui ont une fraction d'éjection inférieure ou égale à 40%, pour diminuer les risques d'hospitalisation liés à l'insuffisance cardiaque et les risques donc de mort subite. Et cette indication d'utilisation des IEC est faite avec une forte évidence dans classe 1A. Deuxième médicament, ce sont les bêta-bloquants. Ça peut être un peu choquant pour les trop jeunes, mais les bêta-bloquants ont leur place dans l'insuffisance cardiaque. Bien sûr, vous le savez, ce n'est pas n'importe quel bêta-bloquant, c'est des bêta-bloquants bien spécifiques, dédiés à l'insuffisance cardiaque, utilisés en milieu hospitalisé, avec des protocoles bien définis, avec une titration bien définie. Donc ces bêta-bloquants vont être utilisés, en plus des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, pour tous les patients qui ont une fraction d'éjection inférieure à 40%, pour réduire également les risques de mort subite, d'hospitalisation ou de mort prématurée liée à l'insuffisance cardiaque. C'est également avec de grandes preuves que ces médicaments sont utilisés également classe 1 et degré A. Donc, ce qu'il faut retenir, que ces deux médicaments restent à la base du traitement de l'insuffisance cardiaque chronique. C'est avec ces médicaments qu'on va continuer notre traitement. Cependant, certains malades peuvent persister en classe 2 à 4 malgré l'utilisation de ces deux médicaments et ils ont en même temps une fraction d'éjection inférieure à 35% et ils restent symptomatiques. Si ces malades sous bêta-bloquants sont en rythme sinusal et gardent une fréquence cardiaque supérieure à 70 battements par minute, une nouvelle molécule est apparue à utiliser en même temps que les bêta-bloquants, qui est l'ivabradine. C'est un médicament qui n'existe pas encore en Tunisie, mais certains patients s'en procurent à l'étranger et viennent avec cette boîte, donc il faut savoir les manier et savoir qu'il existe. Donc l'utilisation de la l'ivabradine pour encore abaisser la fréquence cardiaque est encore une preuve que la tachycardie induite par les facteurs compensatoires du système rénine-angiotensine sympathique est très néfaste et qu'il faut tout faire pour que nos malades insuffisants cardiaques ne restent pas tachycardes. Au début, on utilise les bêta-bloquants, puis, si besoin y est, on utilise l'ivabradine. J'insiste que ces médicaments n'agissent que sur le sinus, donc si le malade n'est pas sinusal, il ne trouve pas l'indication, et on les associe aux bêta-bloquants quand on n'a pas atteint une diminution importante de la fréquence cardiaque. Donc, l'ivabradine, elle doit être considérée pour diminuer le risque d'hospitalisation dans le cas de l'insuffisance cardiaque chez les patients au rythme sinusal qui ont une fraction d'éjection basse, qui ont une fréquence cardiaque encore élevée, malgré l'association des médicaments de base qui restent les bêta-bloquants et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Qu'en est-il des antagonistes de l'angiotensine 2?
les antagonistes de l'angiotensin 2, ils ne sont pas recommandés en première intention comme bloqueurs du système rénine-angiotensin. On a recours à ce deuxième bloqueur du système rénine-angiotensin quand le malade présente des effets secondaires gênants comme la toux sous les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Et quand on utilise alors les BTC antagonistes de l'angiotensin 2, ils sont également associés au bêta-bloquant et à l'aldostérone. Et c'est une recommandation de niveau 1A également. Ils sont, la deuxième ligne dit qu'on peut, en cas, on peut utiliser également les antagonistes de l'angiotensin 2 chez les malades qui, malgré un traitement par les IEC, continuent à être symptomatiques avec également des bêta-bloquants et qui ne tolèrent pas les minéralocorticoïdes, mais ceci entraîne une association d'IEC et TARA2. On sait qu'elle n'est pas très voulue actuellement. Alors, l'utilisation de la digoxine, vous voyez sur cette plaque, vous avez partout 2B, niveau d'évidence 2B, partout dans les 5 lignes. Cela veut dire, ce n'est pas un niveau 3, c'est-à-dire il n'y a pas de contre-indication de ce médicament, mais il n'y a pas suffisamment de preuves pour le conseiller à nos malades. Il n'y a pas de preuves donc d'efficacité. Donc la digoxine peut être considérée chez les malades pour réduire le risque d'insuffisance cardiaque et d'hospitalisation chez les patients en rythme sinusal avec une fraction d'éjection inférieure à 40%, chez qui on ne peut pas utiliser les bêta-bloquants, sachant qu'avant d'aller à la digoxine, on peut envisager l'utilisation de l'ivabradine. Également, la digoxine peut être considérée chez les patients qui sont en insuffisance cardiaque pour réduire les hospitalisations avec une fraction d'éjection inférieure à 40%, chez des malades qui sont déjà sous bêta-bloquants, inhibiteurs de l'enzyme de conversion et aldostérone, mais c'est toujours avec un niveau de preuve qui est 2B. Venons maintenant aux vasodilatateurs. Également, ces médicaments-là n'ont pas de preuves suffisantes pour leur utilisation. Néanmoins, ils ne sont pas contre-indiqués, mais dans les étapes thérapeutiques, ils sont utilisés lorsque toutes les autres associations ont été utilisées et que les malades restent symptomatiques. Donc voilà, on a vu les deux étapes, le rôle donc des minéralocorticoïdes, les indications de l'ivabradine. Maintenant, la troisième nouveauté, c'est la resynchronisation. La resynchronisation, elle a connu un certain élargissement dans les indications. Auparavant, on utilisait c'est des malades qui sont très mal au point, stade 3 ou 4. Actuellement, on peut la proposer, mais avec des schémas bien codifiés. C'est des gens même au stade 2, donc il y a un certain élargissement de ces indications. Je laisse bien sûr aux spécialistes rythmologues de détailler donc ces indications qui sont bien citées dans les recommandations. Donc, quand est-ce qu'on va considérer la resynchronisation? C'est lorsque tout ce qu'on a dit tout à l'heure, bêta-bloquant, inhibiteur de l'enzyme de conversion, ivabradine, tout ça, ça n'a pas marché. Le malade reste en stade 2 à 4 avec une fraction d'éjection inférieure à 35%. Pour ces malades qui ont des QRS larges, supérieurs à 120 millisecondes, on peut considérer donc la resynchronisation. Et souvent, puisque ces malades, du fait de la dysfonction VG, font souvent des troubles de rythme ventriculaire et sont exposés donc à des morts subites, on peut considérer, discuter s'il faut mettre un stimulateur cardiaque triple chambre ou d'emblée un dispositif qui est à la fois de stimulation et de défibrillation. Alors, il y a des indications qui sont élargies pour cette resynchronisation. Et l'indication est évidente lorsque la fraction d'éjection est inférieure à 30%,
le QRS plus de 130 millisecondes et qu'il y a un aspect net de bloc de branche gauche. Tout le monde est d'accord ici, mais il persiste des conditions incertaines d'efficacité, notamment faut-il resynchroniser les gens en fibrillation auriculaire, faut-il resynchroniser les gens qui ont des blocs de branche droit ou qui ont des blocs de branche atypiques, des élargissements de QRS, mais sans un trouble bien défini de bloc de branche gauche. Donc ce qui est admis actuellement, c'est que lorsque le QRS est bien large, plus de 130 millisecondes, et qu'il y a un aspect de bloc de branche gauche bien connu. Pour les gens qui sont en situation d'insuffisance cardiaque, fraction d'éjection de moins 30%, et qui ont un aspect qui n'est pas typique de bloc de branche gauche, ce n'est pas une morphologie typique, on peut envisager la resynchronisation, mais cette fois-ci, on exige une largeur de QRS qui est bien large, donc des cutoffs bien larges, supérieurs cette fois-ci à 150 millisecondes. Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, il faut bien sûr, il y a un apport de la revascularisation coronaire. Il faut essayer donc de revasculariser, mais on est parfois réticent à revasculariser un malade qui est en grande insuffisance cardiaque, qui a une fraction d'éjection qui est trop basse. Alors que les guidelines de 2012 ont essayé de nous donner des recommandations, que ce soit du pontage aortocoronaire ou que ce soit de l'angioplastie coronaire. De toute façon, dans le cas de l'insuffisance cardiaque, avec une fraction d'éjection basse, pour résumer, je dirais qu'on ne revascularise que les gens qui sont symptomatiques, donc qui ont de l'angine de poitrine, et chez les malades qui sont en très mauvais ventricule gauche, bien sûr, on ne les revascularise que s'il y a un myocarde viable. Donc s'il n'y a pas de myocarde viable, c'est une classe 3 et on n'ira pas à la revascularisation. Donc il y a intérêt à revasculariser lorsque il y a des douleurs et qu'il y ait du myocarde viable. Vu le temps, je ne vais pas entrer dans les détails. Une chose sur laquelle on a insisté, c'est sur les devices. Donc c'est l'assistance circulatoire. Cette assistance circulatoire, elle peut être indiquée dans plusieurs cadres. Elle peut être provisoire. Provisoire comme dans le cas d'un cap difficile à passer, dans le cadre d'une myocardite fulminante par exemple. Cette assistance circulatoire peut être un pont, un bridge vers la transplantation pour les malades en attente de transplantation. Et cette assistance circulatoire a pu être proposée chez des malades, même si on ne prévoit pas de leur faire une transplantation cardiaque, mais qui ont, d'après l'estimation du praticien, une espérance de vie supérieure à 1 an et qui a donc un bon état général et un bon état cognitif. Donc ces dispositifs d'assistance circulatoire dans les guidelines de 2012 ont été bien détaillés et on a bien donc précisé les gens qui peuvent profiter de ces assistances circulatoires et les recommandations, je ne vais pas les détailler, elles sont bien claires à ce niveau-là, notamment pour les malades qui ont une insuffisance cardiaque aiguë fulminante, peut-être passagère d'une myocardite, ou bien les malades qui sont sur une liste de transplantation. La chirurgie, elle est toujours souhaitable, bien sûr, avant d'envisager le traitement médicamenteux aussi lourd comme celui-là dans une insuffisance cardiaque. Il faut savoir qu'on doit proposer, s'il existe, un traitement étiologique à ce malade-là. Le traitement étiologique, par exemple la correction d'une valvulopathie, comme un rétrécissement aortique très serré ou une insuffisance mitrale secondaire, on peut être en face d'un malade, par exemple, qui est inopérable. Alors, ces guidelines ont détaillé des conditions dans lesquelles on doit opérer, ou bien on doit opérer ces malades malgré des fractions d'éjection très basses, ou bien on doit leur proposer un TAVI, c'est-à-dire une correction d'un rétrécissement aortique par voie percutanée, donc dans la sténose aortique, ainsi
que dans l'insuffisance mitrale secondaire associée à une maladie coronaire par exemple, ces recommandations ont bien guidé le médecin et ont bien détaillé avec les niveaux de preuve nécessaires ce qu'on doit faire comme donc chirurgie valvulaire. Bien sûr, dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, il y a souvent des arythmies associées. Il faut savoir les gérer. Il y a par exemple une fibrillation auriculaire, il faut savoir les gérer. Il y a des problèmes de thromboembolisme également qu'il faut savoir gérer. Et les guidelines ont été éloquents dans ce cadre-là. Également, il y a souvent des troubles du rythme ventriculaire. Et également, les guidelines ont bien mis le cadre pour le traitement de ces troubles du rythme ventriculaire. Également, dans l'insuffisance cardiaque, parfois ce n'est pas une déchéance myocardique supplémentaire qui décompense le malade, mais c'est un faveur occasionnant. Il faut savoir donc détecter l'anémie, les poussées ischémiques, le diabète, etc., l'endocardite, donc certaines conditions qui peuvent décompenser le malade. Je n'ai pas prévu de parler de l'insuffisance cardiaque aiguë, elle a été bien détaillée dans les guidelines, mais il faut savoir qu'en présence d'une insuffisance cardiaque aiguë, il faut savoir mettre le malade dans l'une de ces 5 catégories citées dans les guidelines pour savoir ce qu'il faut le faire. Ou bien le malade il est en hypoventilation, il est hypoxique, c'est le premier cas, ou bien le malade il a une insuffisance circulatoire aiguë, donc un tableau de choc. Le malade d'insuffisance cardiaque peut poser un problème de trouble du rythme, une bradycardie. Il peut être dans un cadre d'un syndrome coronaire aigu, ou bien il peut être dans une valvulopathie mal tolérée à cause d'une valvulopathie aiguë ou compliquée. Donc pour l'insuffisance cardiaque, sans que je rentre dans les détails, les guidelines nous permettent donc de caser ce malade dans l'une de ces 5 catégories ayant occasionné l'insuffisance cardiaque pour pouvoir donc donner le traitement efficace. Donc pour conclure, je dirais que le traitement d'insuffisance cardiaque est actuellement bien codifié. Les bloqueurs du système rénine-angiotensin-aldostérone et les bêta-bloquants sont à la base du traitement au long cours. Les diurétiques de Lens ne sont nécessaires que ponctuellement à la phase congestive. On peut y revenir si le malade fait des poussées. L'aldactone a une place actuellement en 3e étape dans le traitement d'insuffisance cardiaque. La digoxine et les vasodilatateurs sont relégués aux dernières étapes, malgré ça, sans niveau important d'évidence, et la resynchronisation a connu des indications qui s'élargissent. Toujours, lorsque je fais ce cours aux étudiants, je termine par leur dire que l'insuffisance cardiaque se prévient. On ne l'a pas cité dans les guidelines, mais il faut savoir que c'est une maladie qu'on peut prévenir. Prévenir, cela ne veut pas dire empêcher la survenue, mais cela veut dire qu'on peut retarder l'échéance de cette insuffisance cardiaque. C'est en corrigeant une maladie coronaire, en corrigeant à temps une valvulopathie, en vaccinant le patient, en évitant les infections, etc. Et je termine également pour vous dire qu'il faut penser aux facteurs de décompensation à corriger avant de reconsidérer le traitement et avant de passer à des étapes ultérieures plus donc agressives. Je vous remercie.